vedette de notre Le cinéma bouge encore, nous sommes là pour l'achever. Bonjour les amis. Hello. Bonjour. Hello. Salut. Si tu souhaites dialoguer avec les podcasteurs chauds de ta région, vous pouvez chaque semaine nous envoyer. C'est bizarre ce truc, il dit tu, puis après il dit vous. Nico, il sait pas ce qu'il écrit en fait chaque semaine. Oui, J'ai copié-collé. Hein, il en impro. Comment il Vous dénonce. pouvez chaque semaine nous envoyer à 3615 sans trucage. Au singulier. Pas Il y de- en a une qui suit, hein. Eh ben, pour merci, une fois. heureusement. Quelle est là 3615 sans trucage au singulier à gmail.com. Vos questions concernant le cinématographe et l'image animée et son actualité principalement. Parce que Exclusivement. on reçoit des questions. Exclusivement. On y répondra peut-être, peut-être pas. On a reçu un mail là pour nous dire qu'est-ce que je dois acheter comme lecteur Blu-ray. Bah, on répondra pas à cette question, Je pardon. suis désolé. C'est beaucoup de sympathie pour La cette réponse question. étant une PlayStation 3 d'occasion à 50 balles dans n'importe quel promo cash. Voilà. Et bah voilà. C'est très bien, C'est c'est très très bon. bien. Et ça vous cette- fait une console de jeu en plus. Cette semaine, beaucoup d'actu. On va essayer d'aller un peu vite parce qu'il y en a beaucoup. Au menu, donc, des critiques pour Jim Quinn, un petit point box-office, les top box rachetés par des grosses boîtes, l'IA dans le prochain Seigneur des Anneaux. Mais on commence par le fait qu'on a reçu vraiment plein de mails sur l'IMAX. Donc, je vous propose de vous les lire vite fait. On essaie de répondre Allez, rapidement. OK ? ok. Alors, première question. Bonjour l'équipe, j'ai appris que Pathé avait l'exclusivité de l'IMAX en France. Moi qui pensais que l'IMAX n'était qu'une question de format d'image, me voilà bien désappointé. Comment justifier alors que certains films ne disposent que d'une version réduite dans la plupart des salles et que Pathé puisse vendre des places à prix d'or pour un film standard ? Alors, en fait, se pose. En vérité, il y a plusieurs questions dans la question. Il y a la question de l'IMAX en tant qu'outil de captation. L'IMAX est une catégorie de pellicule. Peut-être on peut expliquer maintenant la Vas-y. spécificité de l'IMAX par rapport au 70 mm standard. Le 70 mm propose déjà une image plus grande, plus large que le 35 mm, comme son nom l'indique, mais le 70 mm standard a le même. C'est pas un défaut, c'est la même spécificité, la même contrainte. Voilà le mot que je cherchais que le 35 mm. Les perforations qui sont qui permettent de faire défiler la pellicule dans le projecteur, c'est une pellicule à défilement vertical et les perforations, elles sont sur le côté de l'image, donc elles bouffent de la matière. Donc tu as une pellicule qui fait 70 mm de largeur, mais l'image à l'intérieur de la pellicule ne fait pas 70 mm. L'IMAX, c'est une pellicule à défilement horizontal avec les perforations qui sont ajoutées au-dessus et en dessous de l'image. Donc ton image, elle prend bien la totalité de la péloche, donc elle fait bien 70 mm, c'est le format le plus grand. Ça, c'est pour la question technologique. Après, IMAX, c'est une marque. Voilà, c'est une marque fabriquée par une société, et donc c'est aussi un outil de projection. C'est tout un attirail en fait technologique, c'est une licence aussi, et tout ça, ça se monnaie. Pathé, à un moment, ils ont dû sortir de l'oseille pour avoir la possibilité de projeter des films au format IMAX, sachant qu'il y a la possibilité de diffuser des films sur des écrans qui en fait ne sont pas véritablement des écrans format IMAX. Si vous allez voir un film en IMAX au Pathé Quai d'Ivry à proximité de Paris, vous ne verrez pas un film en IMAX parce que l'écran n'est pas tout à fait au bon format. Il faut aller au IMAX de Montpellier, je crois, maintenant, ou alors en Belgique ou au BFI à Londres. Voilà, et donc il y a une exclusivité de Pathé, mais qui a dû se négocier très certainement financièrement. Et en fait, ça rejoint un peu ce que disait Simon quand on a fait la critique de l'Odyssée la semaine dernière, c'est que cette problématique du multiformat, parce que de fait, il est inconcevable économiquement de n'exploiter un film tourné en IMAX que en projection IMAX, parce que tu fais pas assez d'entrées, vu que la place coûte très cher et qu'il n'y a pas beaucoup de salles, donc tu l'exploites dans deux formats différents, un format standard et puis un format IMAX, et donc ça influence forcément la façon dont les films sont tournés, puisque tu dois avoir en tête que quel que soit le format de projection auquel le spectateur est confronté, il faut qu'il ait toutes les informations dans le cadre, donc tu te retrouves à faire des plans un peu au milieu, etc. Donc ça rejoint un peu cette discussion. Je vous invite à écouter l'épisode de vendredi si vous voulez plus d'infos. Donc voilà, en fait, c'est tout simplement parce que ça s'est négocié. Tout comme Pathé possède aussi, si je dis pas de bêtises, en France, l'exclusivité du Dolby Vision. Si vous voulez voir du Dolby Vision, je savais pas ça. Vous n'en avez pas ailleurs que dans le circuit L'Atmos Pathé. aussi, non? Dolby Atmos, j'ai l'impression Dolby Atmos, qu'ils ont des c'est salles Atmos possible. précisément. Ouais. Oui, parce que chez UGC, c'est du Surround 7.1, c'est pas Dolby, je crois. Si je dis pas de ça, bêtises. ça. Effectivement, le Dolby Atmos, vous l'avez que chez Pathé. D'ailleurs, Ça, c'est un si je vrai prends truc l'exemple goûteur, de la salle Pathé Beaugrenelle, c'est une salle Dolby Vision et Dolby Atmos pour ce qui est de la sonorisation. Et c'est par ailleurs la meilleure salle de Paris. Là, c'est Voilà. bien technique. C'est bien technique, c'est bien, t'as répondu au mail d'Arthur. Et au même passage, t'as presque répondu au deuxième mail qui est le mail de Mérine50, qui, au milieu de 4 questions, en pose une que je trouvais un peu plus intéressante parce que les autres sont très techniques, celle-là, elle est aussi.
Ça veut dire quoi IMAX 70 mm, GT laser, IMAX laser, IMAX Enhance. Est-ce que tout ça, c'est pas que de la com? Non, pas du tout. IMAX 70 mm, c'est de la projection C'est en la pellicule. donc ça, c'est C'est ce la dont tu viens projection de en parler. pellicule. Il y a de fortes chances que à mon avis, vous n'en verrez jamais de votre vie. Hein, parce que voilà, vous verrez de l'IMAX numérique. Parce qu'il y a des projecteurs numériques au format IMAX, c'est-à-dire l'écran a la forme d'un photogramme de pellicule IMAX. Ou du 70 mm. Ou du 70 mm standard. Et pour ce qui est des lasers, etc., en fait, ça, c'est des techniques de projection. Mais ça, pour le coup, la projection laser, ça y est, c'est quand même pas mal répandu maintenant. Tous les multiplex en ont. Moi, je me souviens des débuts de la projection laser, notamment chez MK2. C'était compliqué parce que tu avais régulièrement les plages de pixels qui se décalaient sur les sous-titres. Donc, tu avais tes sous-titres en blanc, puis à côté, tu avais un liseré rouge, et à côté du liseré rouge, un liseré vert, et ça te flinguait les yeux. C'était un enfer. Maintenant, tout ça, ça va beaucoup mieux. Mais c'est des considérations purement techniques de nature de projection, en fait. J'ai une dernière question de Pierre Dodin qui regroupe un petit peu ce qu'on a déjà dit et la semaine dernière et un peu dans ce que tu viens de dire, Alexis, mais que je pose quand même sur le fait que effectivement le film a été tourné l'Odyssée en 70 mm IMAX, mais que 99% des gens ne vont pas le voir dans ce format. Je reformule sa question pour la faire plus simple. Est-ce que c'est pas juste un coup de com', ou est-ce que Nolan est-il un vrai amoureux de la péloche? Ah bah, c'est un vrai amoureux de la pellicule, puisqu'il a jamais tourné en numérique de sa vie. Après, pour oui, ce mais qui de est... ce format-là précisément, tu vois. Oui, non, mais après, pour ce qui est de l'IMAX, en fait, ça a une vertu de tourner en IMAX parce que c'est une autre image. Littéralement, c'est une autre image. Tu peux faire un gros plan en IMAX et avoir quand même tout autour de ton visage en gros plan énormément d'informations, énormément d'environnement. Ça, avec une pellicule 35 mm, c'est même pas la peine d'espérer, t'as le visage et t'as rien d'autre. Donc ça change quand même le langage cinématographique. Est-ce que Christopher Nolan sait vraiment utiliser l'IMAX à son plein potentiel, ou est-ce qu'en fait il s'en sert de façon assez bébête et superficielle? Ça, c'est un autre débat. Moi, j'ai tendance à penser qu'effectivement, il sait pas trop quoi en foutre. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais il y a de toute façon, en fait, il n'y a pas de raison de fustiger son utilisation de l'IMAX. C'est un format qui existe, qui est mis à disposition des artistes. Il l'utilise parce que ça s'inscrit dans la cohérence de son geste artistique. À partir de là, il n'y a pas de problème. J'ajouterais que le format IMAX est très contraignant en termes de tournage. Ouais, c'est galère. Ça fait beaucoup de bruit, la caméra. C'est une caméra qui fait beaucoup de bruit, qui est très lourde, qui est moins mobile que d'autres. Enfin, je veux dire, c'est énormément de problématiques pour pouvoir tourner un film en IMAX. Christopher Nolan étant manifestement très attaché à sa liberté créative et on va dire capable quand même de dicter un peu ce qu'il veut en termes de com. Je pense que s'il s'enquiquine à faire des tournages intégralement en IMAX, c'est parce qu'il le souhaite. Oui, parce que là, on peut terminer là-dessus. C'est la première fois qu'il fait 100% des séquences en IMAX. Il avait à chaque fois ponctuellement depuis The Dark Knight essayé de tourner avec ces caméras-là. Pour celui-ci, il a dû créer un caisson qui empêche le son justement d'être trop fort, parce que sinon on n'entend pas les dialogues. Mais du coup, ils expliquaient aussi dans pas mal d'interviews que la caméra est tellement grosse avec ce caisson-là que pour filmer les dialogues, il peut pas mettre la caméra proche des acteurs en face, et qu'il a dû créer tout un système de miroir. Si ça vous intéresse, c'est sur les réseaux. Il y a eu plein d'interviews où ils ont expliqué ça. C'est assez intéressant. Et en sachant qu'autre contrainte, en fait, c'est que tu ne peux pas filmer plus de 3 minutes d'affilée en fait avec une caméra IMAX. Donc comme tu disais, effectivement, il doit aimer ça pour que son tournage soit aussi haché, en fait, parce que là, tu es obligé de couper toutes les 3 minutes. Et puis ils ont raconté une interview à chaque fois qu'ils devaient tourner en haut d'une montagne, qu'ils sont allés matin et soir, faut se trimballer la caméra également. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Sophie, sur un autre sujet que l'IMAX, tu voudrais revenir sur des critiques qui émanent de plus en plus, de manière peut-être un peu injuste, de la part de membres de la communauté LGBTQIA+, envers le film Jim Queen. Oui, ça pullule sur les réseaux, il y en a de plus en plus, elles sont souvent de plus en plus sévères, voire de plus en plus violentes, pour dire soit carrément que Jim Queen est un film de merde, non pas sur sa qualité technique ou sa qualité de production tout simplement, mais uniquement parce que c'est un film qui n'est pas inclusif. Voilà, j'ai plein de soucis vis-à-vis de ces critiques-là. Faut savoir que Jim Queen, là, ça y est, a dépassé les 300 000 entrées en France. Ce qui est super. Ce qui est génial. Je tiens à rappeler que, par exemple, sur Allociné, le film est à 4,1 par la presse et à 4,3 par les spectateurs, ce qui sont quand même de très bonnes notes. Le film a été apprécié, on va dire, dans sa grande majorité. Cependant, il y a quelques paroles qui ont émergé uniquement sur les réseaux sociaux.
Moi, il y a plein de trucs qui me gênent. Parce que quand on reproche à un film, tout d'abord, son manque d'inclusivité, moi, c'est un reproche que je peux entendre. Hein. C'est un reproche que je peux entendre, peu importe le film. Peut-être qu'il faut qu'on dise d'inclusivité, notamment vis-à-vis des femmes LGBTQIA+. C'est beaucoup ce qui revient. Ce qui revient beaucoup, c'est où sont les lesbiennes et où sont les personnes trans. Donc d'autres représentations. Dans ce cas, je suis en mode, mais pourquoi vous vous plaignez pas qu'il y ait de personnes bisexuelles à l'écran non plus ? On est une communauté toute petite et peu représentée à l'écran. Non, mais en fait, ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression que la communauté LGBTQIA+, dans son intégralité, va commencer déjà à se tirer dessus mutuellement, plutôt que d'être solidaire dans un moment où toutes les représentations LGBT sont soumises à la critique de forces beaucoup plus néfastes, comme l'extrême droite, par exemple, où techniquement ils sont, on va pas se mentir, tous mis dans le même panier comme étant des personnes en marge de la société. Donc moi j'ai un petit peu toujours du mal, au sein d'une communauté qui devrait être unie contre l'adversité, de commencer à se tirer dessus. Mais surtout, il faut savoir qu'on dit beaucoup que Jim Queen est un film, enfin en tout cas parmi les critiques, il est beaucoup dit que Jim Queen, ça représente des mecs cis, blancs, parisiens. Mais en fait, c'est le postulat du film. C'est un film qui fait globalement l'autocritique d'un milieu parisiano-parisien et particulièrement de ce qu'on peut appeler une certaine bourgeoisie de milieu, à savoir quelqu'un de privilégié au sein de son milieu, de sa propre micro-communauté. Moi, ce qui me dérange aussi, c'est de ne pas voir que sur ce projet, il y a des personnes, par exemple, on dit beaucoup où sont les lesbiennes. Il faut savoir que l'une des voix, c'est Shirley Soignon qui revendique son lesbianisme de manière assez ouverte. Nous avons aussi dans l'une des voix, quand on dit où sont les personnes trans, par exemple, il y a La Briochée, qui était notamment une des concurrentes de Drag Race saison 1, qui est une personne trans et qui fait des voix et qui fait plusieurs voix dans Jim Queen. Donc c'est certes des représentations qui ne sont pas à l'écran, mais qui sont à la fabrication du film. Pareil, il y a... En fait, je trouve ça assez contre-productif. Par exemple, il y a des réalisateurs ou des réalisatrices qui vont se concentrer sur des choses qu'ils connaissent plutôt que de faire de l'inclusion pour de l'inclusion. Moi, ce que je voudrais voir émerger, c'est que il faudrait plus de représentation tout court plutôt que de dire qu'il n'y en a pas assez dans ce film-là. Par exemple, moi je suis ravie qu'on ait comme l'une des grandes représentantes du film lesbien en France, on a Céline Sciamma, qui est reconnue dans les festivals, dans les institutions, c'est-à-dire que Portrait de la jeune fille en feu est devenu un symbole du film d'auteur lesbien. Et en fait, moi je suis ravie que ce film se concentre uniquement sur une histoire d'amour entre deux femmes. Je suis contente que Call Me By Your Name se concentre uniquement sur une histoire d'amour entre deux hommes. Je suis contente que des films comme But I'm a Cheerleader brassent un peu plus le spectre. En fait, il faut se demander quelle est l'intention du projet. Et ce projet-là, c'est d'être dans un milieu cis, globalement bourgeois, parisien, et d'en faire la critique. Et il est fait par des gens qui sont concernés, qui sont dans ce milieu-là. Donc en fait, moi, le seul truc que j'ai envie de dire, c'est, je trouve ça hyper dommage, au sein d'une communauté, en plus, d'encourager les gens à ne pas aller voir le film. Que les gens n'aiment pas le film, que les gens se sentent moins représentés. En fait, c'est pas à Jim Queen qu'il faut le représenter, qu'il faut émettre cette critique. C'est pas à ses créateurs, c'est pas à son casting, c'est pas à son système de production. Le film, c'est un crowdfunding, de base. C'est pas une grosse société de production, par exemple, qu'on puisse reprocher des choses à Drag Race. C'est déjà une grosse machine, c'est différent. Il y a beaucoup plus de gens qui sont derrière ce projet-là. On peut émettre des critiques autres. Et donc moi, juste, ça m'agace parce que des projets comme ça, en vrai, on devrait se dire, trop cool. Il y a un pan de la communauté qui est certes le plus représenté de base dans les films. Par exemple, là, quand il y a Heated Rivalry qui sort, c'est encore une romance gay masculine entre des mecs absolument sublimes. C'est vrai que quand on a Heartstopper, c'est aussi, ou I Love Simon, on en a eu pas mal de représentations de romances gays, blanches, globalement bigées. Mais en fait, c'est pas... Il faut vraiment se dire, ok, il faudrait qu'on fasse plus de représentations dans d'autres films, mais je préfère qu'il y ait plein de représentations différentes dans des films qui sont consacrés à ces communautés, à ces sous-communautés, histoire de bien les traiter et pas juste de dire on a coché des cases. Combien de fois on entend récemment c'est un film qui coche des cases parce qu'il y a tout le monde et que c'est maltraité. Saluons Jim Queen et son particulièrement beau parcours au box-office. Je suis absolument d'accord avec tout ce que vient de dire Sophie. J'ajouterais que oui, aucun film, quel que soit son sujet et l'époque dans laquelle il est produit et exploité, n'a pour mission et n'est en capacité d'être un instantané du monde. Tu ne fais pas rentrer le monde dans un film, il n'y a pas la place. C'est con, mais c'est comme ça. Voilà. Il faut l'accepter. Ou ne pas l'accepter, mais arrêter de s'en plaindre. C'est un état de fait.
tu ne peux pas faire entrer le monde dans un film. Voilà, c'est comme ça. Et puis, il y a un deuxième tout petit truc. Je pense que, et tout en étant absolument d'accord avec tout ce que tu viens de dire, que s'il y a ces réactions, c'est en partie parce que Jim Quinn parle de ça, de ce que les anglo-saxons appellent le virtue signaling, on va dire le fait d'arsenaliser, le fait de vouloir ces petites écussons de vertu, d'être plus inclusif, plus politiquement avancé ou plus royaliste que le roi, quoi. Et le film se moque un peu de ça, avec, je trouve, ce qu'il faut de précision, d'affûterie et de fils de puterie. Et je pense que ces gens, ça les agace très fort et donc ils ont envie de taper sur le film en sortant. Je suis pas sûr que ça aille beaucoup plus loin que ça. Je pense qu'il y a un peu d'esprit de contradiction pour ça aussi. Mais j'aimerais juste dire un tout petit truc quand même, parce que il y a un moment où moi là je sors un tout petit peu de la question autour du film, de ce que le film contient, de est-ce que le film oui ou non contribue à l'invisibilisation de je ne sais quel pan de la communauté LGBT. Déjà, on va commencer par régler cette question. Non, il invisibilise personne. C'est un film qui est coécrit à 8 mains, pardon. Et sur ces 8 mains, il y en a 4 qui appartiennent à la communauté gay, et ils décident de parler de la communauté qu'ils connaissent, parce qu'ils veulent se moquer de ce qu'ils connaissent bien pour justement être dans la moquerie et pas dans l'insulte. Bon, déjà, c'est louable comme intention. Ça, c'est un premier point. Maintenant, je sors un tout petit peu de la question cinématographique. Moi, quand j'ai commencé à me former à la politique, et je dis ça, pour le coup, je suis un mec blanc, cisgenre, hétérosexuel. Donc moi, l'oppression, ça n'existe pas dans ma vie. En vrai, oui, non, mais oui, si on veut. Mais non, en vrai, c'est chouette. Oui, mais bien sûr, mais j'appartiens à une communauté qui est quand même, qui n'est pas opprimée, qui opprime, qui domine le monde. Voilà, pour le dire simplement. Quand tu commences à te former à des questions politiques et notamment à une idéologie de gauche radicale, il y a un petit concept qui commence à pointer le bout de son nez relativement rapidement, qui s'appelle Oriot, la convergence des luttes. Moi, il y a un moment, est-ce que un mec gay, blanc, parisien, bourgeois, puisque visiblement c'est cette partie-là de la communauté gay qui pose problème. Si ce mec-là, hypothétique que je crée pour l'exemple, demain croise un skinhead néo-nazi rue d'Assas à Paris, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se faire défoncer la gueule à coups de baramine, comme n'importe quel membre de la communauté LGBT, lesbienne, trans, bi, peu importe, ils vont tous y passer. C'est ça en fait, la réalité matérielle du monde dans lequel on vit. L'homophobie en France ces derniers temps, elle explose. Et pour tous les membres de la communauté gay, y compris ceux qui ont le privilège matériel de vivre à Paris-Centre, d'avoir de l'oseille et d'avoir un capital culturel. Donc il y a un moment, si on est dans la convergence des luttes, on défend tout le monde, soit, comme l'a dit Simon, on veut juste son petit token militant, et dans ce cas-là, on n'est pas honnête. Et moi, ça m'agace. Ça m'agace profondément. Je suis désolé, je me pose par la force des choses un petit peu en dehors de leçons, je sais que je vais froisser les gens, mais vraiment, j'ai dans mon entourage des gens qui appartiennent à la communauté LGBT, qui ont peur, qui souffrent, en fait, qui souffrent de cette situation, qui souffrent de voir qu'il y a de plus en plus d'intolérance, il y a de plus en plus de violence, et là, il y a un film qui sort, qui a le mérite de mettre un coup de projecteur là-dessus, de rappeler que on peut faire des films barrés, radicaux, parodiques, inventifs, qui trouvent leur public, et un public qui n'est pas composé que de membres de cette communauté-là, et il se fait taper dessus H24. Quel dommage. Alors si je peux me permettre de mettre un tout petit peu d'eau dans ce doux vin que vous venez de nous servir, parce que je me suis beaucoup renseigné avant de faire cet épisode sur ce sujet-là, j'en ai envoyé pas mal à Sophie d'ailleurs. Il y a certaines critiques qui sont vraiment, pour le coup, je rejoins Sophie, purement dans la méchanceté, qui incitent les gens à ne pas voir le film, et ça c'est jamais constructif, on est bien d'accord. Moi j'estime qu'il est tout à fait louable d'avoir ce genre de critiques-là, et en fait, il y a des espaces de discussion. J'ai vu un post qui dit « Moi, je suis pas d'accord. Cela étant dit, je trouve que c'est très louable que le film existe, mais j'aime bien pas ça. » C'est louable qu'il y ait de la critique, et je pense pas qu'il faut qu'on soit tous uniformément derrière la même cause, parce qu'en fait on peut critiquer un point A ici, un point B, un point parler de ce qu'il n'y a pas dans Drag Race, et quand même soutenir la même cause à un instant T pour les élections présidentielles en 2027 par exemple. Là où moi il y a un petit truc effectivement qui coince, c'est ce qu'a dit Alexis un petit peu. Moi quand j'ai vu le film, je l'ai vu en projection presse avec Sophie et Nicolas, quand je sors de la salle, je lui dis: moi, je vois 2 points de crispation. Je suis pas sûr que la communauté, elle va beaucoup kiffer la Gestapo et le chemsex. Et Nicolas m'a littéralement dit: ouais, mais si c'est pas nous qui pouvons foutre de notre gueule, qui va le faire? Et en fait, je pense que c'est là le problème, le problème du truc. Le film est un énorme carton. S'il avait fait 3000 entrées, personne n'en aurait parlé. Et je pense que c'est le fait que c'est un carton que d'un seul coup ça froisse les gens, parce qu'on a l'impression que c'est ce dont on va se souvenir. Deuxièmement, j'ai l'impression que ce qui froisse la communauté, et ça pour le coup je peux le comprendre, c'est qu'il a été marketé comme un film queer et pas comme un film gay. Or, ce qu'il est, c'est un film gay et pas un film qui représente toute la communauté LGBTQIA+. Et donc ça, je peux comprendre qu'à partir du moment où tu vas voir un film avec des attentes, où tu te dis, je vais voir un film qui parle de moi, et en fait tu dis, ah bah non, c'est un film qui parle pas de moi. C'est pas la faute du film, c'est la faute du marketing. Ouais.
Non, mais je trouve que c'est Oui, sujet non, mais qui... ça s'appelle quand même Jim Queen et il y a plus d'abdos que de Et sable. pardon, enfin, à quel moment l'adjectif queer est pas correct pour désigner la communauté gay, puisque l'adjectif queer a été utilisé dans l'histoire récente de l'humanité pour désigner à peu près toutes les couches de cette communauté, donc ça ne fait pas sens. Et puis n'oublions pas qu'on parle de, enfin me semble-t-il, de colère picrocolline sur les réseaux et que ça doit représenter vraiment deux pelés et un tondu. Je dis ça avec des points médians. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Non, ça dure depuis trop longtemps, parce que ça fait quand même bien 15 jours que ça dure. Moi, je pense Ça que dure depuis trop longtemps et ça commence à essaimer dans la presse nationale. Non, on n'en est malheureusement pas à ce stade-là, parce qu'encore une fois, on tape sur un film qui vient d'une communauté qui n'est pas une communauté dominante. Je veux dire, si demain t'as un énième mec blanc qui te fait un film de mec blanc où les meufs sont toutes des putes, pardon pour le langage un peu grossier, et que le film fait plein d'entrées et que ça agace des gens, pour le coup peut-être à juste titre, notamment dans les communautés féministes, là on pourra parler d'épiphénomène, parce que c'est un film produit par une culture dominante qui donc arrive avec un arsenal, ce qui n'est pas le cas de Jim Queen. Bref, vous avez compris, c'est un sujet épineux, mais en tout cas, c'était important qu'on vous en parle. Notons qu'en plus du box-office, le film gagne des écrans chaque semaine, et ça, c'est une bonne nouvelle. Autre mail que j'aime bien, et la question elle est pour Simon, elle est signée Robin, qu'on connaît et qu'on embrasse. Bonsoir toute la team réalisée. Tout d'abord, bon courage pour ces quelques semaines avant vos vacances bien méritées. Merci beaucoup. Je me faisais une réflexion en écoutant l'un de vos épisodes d'actualité sur le box-office en me disant tiens, mais c'est vrai qu'en France, on parle du box-office via son nombre de places vendues, alors qu'aux États-Unis, on compte les dollars. Et on fait ça aussi pour parler du box-office dans le monde. Mais pourquoi cette différence, et surtout pourquoi les autres pays, en tout cas les US, ne font pas le compte via le nombre de places? Il nous embrasse. Robin Dou, tout court, pas Doubidou. Simon, c'est vrai que c'est une vraie question. Pourquoi, quand on parle en France, on parle pas de dollars? Enfin, en tout cas en Alors argent. déjà, parce qu'on est en euros, monsieur. C'est bien vrai, ça. Et voilà. Merci Robin, tu es une flèche. Oh, oh. Non, alors en plus sérieusement, vous aurez du mal à trouver une date, une raison, un motif. Enfin, je vois quelque chose, des données officielles vous explicitant pourquoi est-ce que d'un côté on compte le box-office en milliers, millions, centaines de millions de dollars, et de l'autre côté en entrées, millions d'entrées. Mais en réalité, il y a des raisons assez logiques. Bon, il y a des raisons, allez, on va partir du macro pour aller au micro. Des raisons un peu philosophiques, tout simplement. La réussite aux États-Unis et par extension dans le monde anglo-saxon, et depuis bien longtemps et dans des domaines bien plus vastes, bien autres que le cinéma, tout à fait synchronisé à l'argent. Il n'y a pas de complexe là-dessus. L'argent est un corollaire de la réussite et du succès, et est assumé comme tel. Et donc, pas déconnant que quand on compte le box-office d'un film, quand on veut quantifier sa réussite, on la quantifie en dollars. À l'inverse, tu as cette idée en France de rassembler le public, de rassembler une communauté, une audience. Et donc, la réussite de ton film, c'est le nombre de personnes. Et puis, au-delà de ces questions philosophiques, après, il y a des questions matérielles. Faut pas oublier que jusqu'aux lois des années 60 antitrust qui ont obligé les studios américains à ne plus pouvoir gérer eux-mêmes d'une seule traite la production, la distribution et l'exploitation, jusque-là, un studio américain, comme Netflix aujourd'hui, possédait toute la chaîne d'exploitation. Du coup, quand tu possèdes toute la chaîne, dire mon film m'a rapporté tant d'argent, ça a du sens. Si tu es l'entité MGM, tu es l'entité Warner, tel film égale tant d'argent, tout le monde comprend que le studio se porte plus ou moins bien. Par contre, comme en France, tu es divisé entre production, diffuseur, distributeur, dire le film il a fait, je dis des chiffres totalement au hasard, 25 millions d'euros sa première semaine, si tu sais pas exactement qu'est-ce qui revient au distributeur, qu'est-ce qui revient à l'exploitant, qu'est-ce qui revient au producteur, cette somme n'a pas grande valeur. En revanche, si tu parles en population, déjà tu es avec une donnée qui est moins volatile par rapport à ce que nous appelons l'inflation, n'est-ce pas mesdames et messieurs? Bien sûr, la population n'est pas stable. Mais enfin, en gros, si vous regardez les 139 millions de dollars remportés par Autant en emporte le vent en 1939, aujourd'hui ça ferait 4 milliards. Voilà, la population ne subit pas les mêmes fluctuations que les valeurs monétaires. Et donc, tout simplement, c'est deux manières d'appréhender et de compter le succès. J'ajouterais aussi qu'en France, on a un truc qui s'appelle le CNC, et qu'il y a il y a une partie des financements et des soutiens du CNC qui proviennent du nombre d'entrées, pas du prix des entrées.
du nombre d'entrées. Le fonds de soutien, c'est quelque chose qui est abondé à chaque ticket payé. Du coup, pour vous, producteurs, pour vous, diffuseurs, voilà, pour vous faire une idée de la mécanique économique ou du succès économique engendré par l'exploitation de votre film, le nombre d'entrées n'est pas, évidemment pas exclusivement la donnée à prendre en compte, mais c'est une donnée peut-être plus importante, signifiante et qui fonctionne mieux dans l'écosystème français. Par ailleurs, si ça vous intéresse vraiment et que vous voulez savoir combien un film a rapporté en France, sur Box Office Mojo, on a les données de combien les films sont rapportés en dollars en France. Donc ça, ces données qui existent, juste elles sont pas exploitées par les spécialistes en France. Et puis, il y a, si j'ose dire, un jeu de la poule et l'œuf. Déjà, il faut voir un truc, c'est que le cinéma américain, je le disais, valorisant le succès via la donnée économique, en fait, il a besoin de battre des records. Parce que s'il parlait de fréquentation de salles, il parlerait de chiffres qui baissent. Ouais. C'est pas bon dans un système Oui, capitaliste. raison. Un système capitaliste, pour communiquer sa réussite, il a besoin de communiquer Ouais, tout à une fait. croissance. Donc il lui faut des chiffres de plus en plus gros. Donc il a intérêt à utiliser ces chiffres. Mais imaginez bien, une fois que le cinéma américain, il dit « Mon premier week-end à 180 millions de dollars !» Si nous, on arrive genre « Et voici l'opération Cornet de Bif en 4DX qui a rapporté presque 200 000 € son premier week-end !» C'est pas possible. Oui, On se non, retrouve c'est- avec des trucs. Tu vois, donc les deux systèmes sont, je dirais, naturellement encouragés à rester chacun dans leur couloir de nage. Est-ce qu'on a envie de voir l'opération Corned Beef en 4DX ? Je suis pas sûr. Max est chaud. Ah bah, N'importe en quel vrai, Christophe Clay, les Anges Gardiens en 4DX, Ça, on y oui. va. Ça, Ah, oui. on y est. Wouldn't a good hot cup taste good right now? Ask for a cup of whipped hot chocolate at our snack bar. Tant que je te tiens, Simon, doit-on se réjouir du four au box-office de Moana Live Action ? Oui, Ah bah Sophie De a pris le ouf. lead. Bien, je suis d'accord avec Sophie. Parce que mais Simon. le film a été un énorme flop, c'est Bien un sûr. symbole. On voit déjà des médias américains dire est-ce que ce serait pas la fin des live action de Disney ? Bah, On moi j'ai espère peur tous, que non. En fait, moi c'est pour ça que je me dis, je me réjouis oui, et en même temps, bon, est-ce que ça va changer? Parce qu'en fait, réponse, ils vont pas l'annuler comme ça du jour au lendemain. Oui, moi je m'en réjouis parce que que c'est tellement insupportable à regarder que je me réjouis que le moins possible d'enfants et de parents aient vu leur cornet rayé par la chose. il y a quelqu'un autour de cette table qui l'a vu la semaine dernière. Voilà. Et nominé Patrice. Et non, mais voilà. Et encore une fois, moi, et d'ailleurs, je redis encore à ce micro là, malgré les mots que je viens de prononcer, moi, je souhaite jamais l'insuccès d'une œuvre, ne serait-ce que parce qu'elle fait tourner, encore une fois, le système du L'industrie, CNC, et que on a tout un plus les films marchent en fait. Mais voilà, d'un point de vue, on va dire artistique et strictement, personnel, ça me fait pas de peine que ça se plante. Néanmoins, il me semble qu'il y a de tels autres succès en parallèle sur des adaptations live de Disney, une telle taylorisation de la création dans le studio et une telle perte de savoir-faire pour ce qui est de générer et de vendre après des œuvres originelles. Je suis pas sûr que ça ait une si grosse influence que ça. Je dirais même, on voit les budgets qui explosent, etc. Il est de plus en plus difficile de lire les budgets hollywoodiens. Oui. Moi, par exemple, je me demande sur des œuvres comme ça, qui utilisent depuis le livre de la jungle, on va dire des versions sans cesse améliorées et revues, mais des mêmes technos. Je sais pas dans quelle mesure on peut avoir confiance dans les budgets qu'on nous annonce. C'est comme les 250, 200 millions. Ça me C'est comme paraît les très budgets dur. des Avatar où en fait on sait que le Avatar 2 a coûté une fortune parce qu'en fait James Cameron a mis au point sa nouvelle caméra, ce qui fait que le budget a été explosé, mais en fait la technologie elle est là pour le 3 donc il a coûté forcément Voilà. moins cher. C'est cette même Et- logique là. Oui, et donc si tu veux, j'ai envie de te dire, il y a le sale gosse en moi qui a envie de dire genre haha, bien fait Dwayne Johnson. Mais je pense qu'on va revoir Dwayne Johnson et qu'on verra des Disney de ce type. Ouais. Je Moi, pense je me permets, parce que j'ai un avis un petit peu différent de Simon. Moi, je suis peut-être un peu plus radical et c'est peut-être un peu bébête, mais moi, je pense qu'Hollywood a besoin de se réinventer vraiment pour faire rentrer Bien sûr. enfin des nouveaux auteurs, des nouvelles autrices qui jusqu'à présent n'ont qu'un un petit carré de liberté au milieu d'un océan de merdiers, de yes man et de banquiers en puissance. Donc moi personnellement j'appelle de mes voeux le plantage financier de tous les gros blockbusters hollywoodiens à venir. Je veux qu'ils perdent des centaines de millions de dollars de partout. Moi j'aurais voulu que l'Odyssée se plante. Ça va pas se planter, mais moi je veux que ça se plante parce que je veux que les studios se disent on n'a plus de cartes à jouer, on va mourir. Sauf si on se réinvente. Et on en est pas encore à ce C'est pas stade. l'Odyssée qui est le pire du lot. Michael a dépassé le $1 milliard. Oui, bien sûr, mais l'Odyssée va taper le milliard aussi, je pense. Mais il faut que les films se plantent tous. Il faut qu'ils perdent de l'argent à ne plus savoir quoi faire pour qu'on ait un nouvel Hollywood. Sinon, on ne va jamais sortir du marasme dans lequel on est. On a pensé que c'était l'an dernier où en fait là on s'est dit ah ça y est c'est enfin le moment où tous les blockbusters se plantent et en fait bah non parce que en fait cette année on est dans une année où les films marchent mieux à quelques ratages près.
comme Non, mais- Supergirl. Ouais, il faut que ça se plante. Il faut que ça se plante en masse. Thanks for coming to our show tonight. We appreciate the opportunity to serve you. Max, tant que je te tiens, on fait pas un épisode actu si on parle pas un moment d'IA. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut qu'on soit cohérent avec notre Bien ADN. sûr, bien sûr. Oh oui, Arthur Sios, parlons d'IA. Tu l'imites très mal. C'est marrant, tu imites beaucoup mieux Eric Dupond-Moretti. Je sais pas quoi faire de cette information. Non, Max, tu voulais revenir sur l'annonce par Andy Serkis du fait qu'il va utiliser massivement l'IA pour rajeunir le casting de son film sur Gollum. Mais attention, hein, que pour faire rajeunir les gens, pas du tout pour créer des scènes. Oui, ce qui est bien résumé. Donc, en fait, il faut savoir que Andy Serkis vient d'entamer le tournage du nouveau film Le Seigneur des Anneaux qui s'appellera The End for Gollum et qui, en fait, est plutôt un préquel des films qu'on connaît de Peter Jackson. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous souvenez dans le prologue, après la grande bataille d'ouverture, en fait, tu as un espèce de prologue qui te résume et en fait, qui te dit qu'à un moment, les Nazgûl ont chopé un certain Gollum et qui l'ont torturé. Et là, on le voit, il est en train de poucave en fait le nom de Bilbon, son adresse, son digicode, enfin tout ça, pour qu'après les Nazgûl aillent le chercher Une vraie Pookie, hein. parce que il détient l'anneau sacré. Et donc, apparemment, ce film-là, réalisé par Andy Serkis, va raconter cette histoire. Qu'est-ce qu'il a raconté dessus, je ne sais pas, mais ça c'est ce qu'il nous dira. Pour l'instant, ce qu'il nous a dit, donc, c'est que le tournage vient de commencer, qu'il reprend le rôle de Gollum, aux côtés notamment de Ian McKellen qui revient en Gandalf et de Elijah Wood qui revient en Frodon, et d'un casting avec Anya Taylor-Joy, Leo Woodhall, Jimmy Dornan. Et donc il a expliqué, effectivement, comme tu l'as bien dit Arthur, qu'il allait utiliser l'IA uniquement pour rajeunir certains acteurs du film, mais pas pour créer des plans. Soit. Moi, ce qui me pose question là-dessus, enfin, ça me pose deux questions en fait, c'est que, donc, je viens de vous le dire, il y a Ian McKellen et Elijah Wood qui reviennent dans le film. Il y a Lee Pace aussi qui jouait l'un des elfes dans Le Hobbit. Je pense qu'il va faire lui aussi la jonction entre les deux sagas. Donc, ça, c'est les acteurs qui reviennent, donc qui vont sûrement être rajeunis. À côté de ça, Jimmy Dornan va reprendre le rôle de Aragorn qui était joué par Viggo Mortensen. Pourquoi est-ce que tu n'as pas pris d'autres acteurs pour jouer les personnages plus jeunes au lieu de les rajeunir? Ça, c'est la première question. Sachant que, pardon, excuse-moi, Ian McKellen, t'as pas vraiment besoin de le rajeunir. Oui, Gandalf a 1000 ans. En réalité, c'est enfin, Elijah Wood principalement. Et encore, Elijah Wood fait encore assez jeune. Et c'est possible de rajeunir Elijah Wood. Mais en fait, non, mais en plus, je me dis, c'est du maquillage. En fait, ça m'amène à la deuxième question, c'est que là, donc, en fait, on va retrouver le personnage de Gollum, et le personnage de Gollum est associé à une révolution d'effets spéciaux. On a parlé de Avatar il y a quelques minutes, parce que Gollum, c'est avec lui que naît et vraiment explose la performance capture. C'est vraiment une révolution technologique. C'est-à-dire qu'en fait, on a découvert que on pouvait faire des personnages vraiment entièrement une image de synthèse, mais vivants. Et donc, en fait, là, j'ai un peu l'impression que Andy Serkis, avec ce même personnage de Gollum, va piétiner un peu cet héritage. Et de la même manière que Le Seigneur des Anneaux a mis sur la carte d'Hollywood Weta Digital, donc qui est la boîte d'effets spéciaux créée par Peter Jackson, qui est devenue un équivalent et un concurrent de ILM, donc qui était la boîte de George Lucas en matière d'effets spéciaux, et voilà, qui a gagné des Oscars, qui est devenue une référence en assez peu de temps. Et tu te dis, certes, l'IA, c'est une évolution vers laquelle on ne veut pas aller selon ce dont on parle, voilà. Mais tu te dis, tu peux pas faire de la performance capture avec tes acteurs, en fait, c'est-à-dire que pour les rajeunir, est-ce que tu peux pas les maquiller tout simplement? Est-ce que tu peux pas prendre des acteurs plus jeunes comme tu le fais avec Aragorn? Donc moi, c'est ça qui m'inquiète un peu en fait sur ce film-là, c'est je me dis, surtout de la part d'Andy Serkis, qui a lui une boîte qui s'appelle Imaginarium, qui est spécialisée dans la performance capture. Donc c'est-à-dire qu'en fait, tous ces gens-là qui bossaient, qui vraiment retravaillaient les visages pour qu'en fait tu aies les traits d'Andy Serkis qui s'incarnent dans le visage de Gollum. Qu'est-ce que t'en fais de tous ces gens-là en fait? Est-ce qu'ils vont tous garder leur boulot? Qu'est-ce qu'ils vont continuer à faire derrière ça? Moi, c'est le message que ça envoie. Et potentiellement, je me dis, il est assez moche parce que, il l'est d'autant plus avec un tel symbole que ce qu'a représenté Gollum pour les effets spéciaux de l'histoire du cinéma. J'ajouterais que Andy Serkis a également dit que parce que le casting du film a été pointé du doigt pour sa blanchité, on va dire ça comme ça, et Andy Serkis a répondu que ça l'intéressait pas de caster des personnes racisées uniquement pour cocher des cases, et qu'il voulait le faire quand c'est pertinent. Ce à quoi je pense qu'il est logique de répondre, c'est la fucking terre du milieu, ça n'existe pas, qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'ethnie des personnages? Qu'est-ce que c'est que cette réponse de vieux con? En fait, c'est l'écho totalement inverse de ce qu'avait pris la série Les Anneaux de pouvoir, où vraiment les gens disaient
des orques noirs, des elfes noirs, ça n'est pas possible. C'est vrai que dans un monde de fantasy, pareil, ça c'est vraiment Mais oui, comme. tu fais ce que tu veux. C'est en vraiment fait, comme on s'en quand ils ont branle. casté Jodie Whittaker pour être l'héroïne de Doctor Who. T'as des mecs qui viennent de dire c'est pas possible que Doctor soit une femme. C'est vrai que dans une série. Alors où qu'un t'as- elfe noir en Doctor Who. Non, voilà, ça. Alors que, toi, dans une série où vraiment qui raconte un extraterrestre qui a 1000 ans, qui a 2 cœurs, qui a une apparence humaine, qui voyage dans l'espace et le temps à travers une machine qui a l'apparence d'une cabine de police, c'est vrai que Il le lui faut seul 2 couilles. truc. Voilà, c'est sinon vrai que ça le peut pas seul- fonctionner, quoi. C'est que le seul Mais les truc. méchants s'appellent les Baleks, quoi. Ça, c'est vraiment le seul truc qui n'est pas logique, c'est que ce soit une femme. Donc, et en fait, c'est un peu la même chose que là. Tu te dis. Donc, ouais, c'est vrai qu'Andy Serkis, en 2 jours de dérapage, Ouais, je je sais pas pense s'il est qu'il fan est- de Fast and Furious, mais il y a un truc vraiment qui tient là. Je crois qu'il a des avis C'est désastreux. Tokyo ouais. Drift, en fait, le truc. Hein. Ah oui, alors moi, le projet m'intéresse pas énormément et je dirais, moi, son synopsis me terrifie parce que vous savez, c'est le genre de synopsis qui dit eh oui, entre les épisodes, nous allons découvrir quelque chose d'inconnu qui va vous faire totalement Savez-vous ce que redécouvrir. Gollum a fait hier entre midi et 2? On dirait, tu sais, les adaptations de films en jeux vidéo où Totalement. ils prennent une séquence qui dure 30 secondes Ouais, et tu sais ouais. pas pourquoi ils en font une péripétie de 3 heures et tu dis, tu veux pas me mettre la scène d'action d'après plutôt? Genre, enfin, c'est Terrible. absurde. Et non, mais par contre, je me demande dans quelle mesure, et peut-être que c'est un vœu pieux, peut-être que je suis trop optimiste, mais justement, Serkis a une boîte, tu l'as dit, de performance capture qui est assez réputée. Est-ce que tout simplement, vu qu'il y a actuellement de la part de tous les financiers de la planète une espèce d'embolie, de bulle énorme autour de l'IA, est-ce qu'il dit pas ça juste pour Pour avoir de l'oseille. Ouais, mais voilà, pour donner C'est possible. une petite patine entre guillemets dans le cou à sa boîte, tout comme il y a plein d'effets spéciaux actuellement qu'on nous vend comme de l'IA, parce que il y a quand même un truc assez mystérieux dans le monde, c'est que tous les gens qui ont du pognon sont persuadés qu'on veut tous de l'IA, alors personne n'en veut. Donc les mecs sont là, je l'ai fait avec de l'IA. Tu fais, alors 1, c'était pas de l'IA, 2, tant mieux, 3, ne m'en mets jamais. Et non mais tu vois, C'est vraiment ça. on nous vend plein de trucs comme étant de l'IA où tu fais, oui alors c'est pas parce qu'il y avait un ordinateur dans la pièce que c'est de l'IA. Oui. Non mais vraiment, hein. Ah, mais c'est plus son rôle de pionnier en fait, moi, que oui. je pointe du doigt. Ce serait, je sais pas, un tâcheron en fait, tu vois, un louéball qui dit ouais, j'ai mis de l'IA partout dans mon nouveau film raciste. Tu fais bon bah, écoute, bien pour toi, grand. Écoute, on est heureux. Mais là, c'est vrai que bah ouais, par rapport à ce que représente Andy Serkis, et tu te dis, je sais pas, au début des années 2000, Peter Jackson vient te voir en disant. T'embête pas, de toute façon ce sera de l'IA, en fait, te fous pas à plat ventre à bouffer du poisson cru, de toute façon, en fait, tout va être retouché, bah, peut-être qu'il aurait pas bien vécu. J'ai un contre-exemple, Alexis. Ah, Hunter the Matrix. Oui. Hunter the Matrix était mortel. Enter the Matrix, ouais. Alors, oui, c'est visuellement, bien. pas ouf, Hunter mais the oui. Matrix était mortel Ouais, et ça ouais. racontait. Tu l'as Reloaded, tu l'as refait récemment? Non. Ouais. Non, mais c'est comme tous Hunter les the Matrix, c'est c'était comme tous les super et jeux ça de racontait PS2. Reloaded, mais du point de vue de l'équipage. Ouais. C'était super. Ouais. Refais-le, Ok, Arthur. on sait quel âge tu l'as fait maintenant. Mais j'avais 10 piges. Voilà, bah, refais-le, gars. C'est super. Refais-le. This is a dill pickle, a mighty pretty pickle, especially when he joins you at the show. Non, de mon côté, je voulais revenir très rapidement sur une annonce qui a fait peur à plein de gens sur internet, mais je pense qu'il faut pas trop s'en faire, hein, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui s'en battent les reins. Mais voilà, il a été annoncé que plusieurs entreprises étaient volontaires pour racheter Letterboxd. Et quand je dis entreprises, c'est pas n'importe quelles entreprises, hein, puisque il s'agit il y a une bataille en ce moment entre la Paramount, Sony et Netflix. Et réaliser son trucage, paraît-il. Je veux pas non plus il balancer paraît, des il paraît, noms. Voilà. je veux pas raconter l'envers du décor, mais Sur un malentendu. sur un malentendu, non. En fait, les gens crient à la future ingérence de gna gna gna, comment ça se passait pour les notes, etc. Rotten Tomatoes est détenu à 70% par Universal. Bon. Jusque-là, vous pouvez aller voir des films Universal qui se sont fait planter. Certes, les critiques sont pas forcément catastrophiques parce que, spoiler, les gens aiment plus facilement les films que les critiques. N'empêche qu'il n'y a pas d'ingérence à ce niveau-là. Entre parenthèses, c'est pas parce que tu es racheté par une grosse boîte qu'il y a des ingérences. Je fais pas du tout un petit clin d'œil à la personne sur ma droite qui bosse à Allociné, mais on sait qu'il y en a eu de la part des gens qui ont fait des review bombing ou Oui. au contraire des grosses sessions pour essayer de faire augmenter des notes de manière factice. C'est des choses qui existent quand on est un agrégateur de notes. Qu'on voit qu'il y a de plus en plus de bots sur Letterboxd, mais c'est partout le cas. Donc en fait, que Letterboxd se fasse racheter, ça veut simplement dire que c'est une entreprise qui a besoin de soutien financier et qui est en galère. Pour connaître des gens là-bas, on sait que c'est le cas. Le seul truc qui peut faire peur, c'est qu'effectivement, une fois que ce sera racheté par une grosse boîte, on va se manger 5 fois plus de pubs de manière pas du tout bien calibrée, et ça va puer du cul. Comme tous les trucs un peu cool, il y a des grosses boîtes qui veulent les racheter pour nous les saccager, mais en fait, au-delà de ça, je pense qu'il faut pas plus s'en inquiéter que ça. C'était déjà un peu le cas un peu partout ailleurs, et ça va globalement. Si je dis pas trop de la merde. Ça se tient, écoute, ouais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on va partir en vacances pendant un mois et demi. Presque. Donc on vous encourage à continuer à nous envoyer des mails en fonction de l'actualité, mais on verra ce qu'on peut faire à la rentrée. Donc si vous nous envoyez des trucs sur un truc qui se passe vraiment précisément, genre le 22 juillet, bon, bah, ce sera peut-être un peu caduc au 1er septembre, mais on sait pas, on sait jamais. La boîte mail est là, n'hésitez pas. En attendant, portez-vous bien. On se retrouve demain
pour notre épisode patrimoine et on va se perdre dans un aéroport. Glorieux programme. Bye les amis, et c'est toujours Gloire au satin ? Oui, toujours. Et ben Gloire au satin.